Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Le Maroc, hub régional, stratégie des échanges Sud-Sud, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CESEM, le centre de recherche de HEM. Cet ouvrage revient sur différents aspects du développement marocain en Afrique et sur les principales questions qu'il soulève du point de vue du management, du marketing, mais aussi de la réflexion stratégique. Pour nous présenter cet ouvrage auquel a été consacré hier soir lundi à Rabat une conférence organisée par HEM, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau la coordinatrice du projet, Caroline Mignalet. Vous êtes enseignante-chercheur associée au centre de recherche que j'évoquais, le CESEM. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup de me recevoir et bonjour à vous. Alors, juste avant de présenter un peu tous les cas d'études qui sont présentés dans cet ouvrage pour comprendre le déploiement économique marocain en Afrique, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la genèse de cet ouvrage? Quelle était son intention et puis quelle a été aussi la méthodologie? Vous avez été coordinatrice de ce projet. Oui, j'ai effectivement été coordinatrice de ce projet. Donc cet ouvrage d'études de cas, en fait, s'inscrit dans une collection qu'a lancée HEM et le CESEM avec les éditions EMS en France, qui est une collection consacrée à des études de cas pédagogiques au sud de la Méditerranée, consacrée uniquement aux pays du Sud. L'idée de départ de cette collection était en fait de proposer aux intervenants, qu'ils soient étudiants, enseignants, managers, dirigeants, etc., consultants, des cas d'entreprises ancrés dans leur contexte et dans le contexte dans lequel eux, ils travaillent au quotidien. Donc voilà comment est né cet ouvrage. Donc le premier ouvrage était en fait consacré aux entreprises marocaines en général. Et cette fois-ci, on a cherché à se tourner vers les échanges Sud-Sud. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a une véritable augmentation, montée en puissance des échanges Sud-Sud, que le Maroc s'est clairement positionné comme fer de lance de ces échanges, d'où l'histoire, en fait, la jeunesse de cet ouvrage. Donc il tombe à point dans un contexte où justement le redéploiement marocain en Afrique passe beaucoup par le vecteur économique. D'ailleurs, vous citez beaucoup de ces sociétés qui sont aujourd'hui implantées en Afrique, l'OCP, Saham, les banques comme Attijari. Donc il tombe dans un contexte pour mieux éclairer cette stratégie. Oui, en fait, on est parti du principe que comprendre l'internationalisation des entreprises et les échanges juste au travers du prisme traditionnel des échanges nord-sud, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, c'était insuffisant. Les échanges, si on prend le cas du Maroc, les échanges du Maroc avec l'Afrique sont en constante augmentation. Ça représente à peu près aujourd'hui un petit peu moins de 9% des échanges, des exportations. Donc c'est quand même un terrain qui présente un réel potentiel, sur lequel le Maroc dispose d'un certain nombre d'atouts. Et donc on s'est inscrit dans cette logique avec à la fois des grands acteurs présents sur le terrain et qui ont déjà des stratégies en ce sens depuis plusieurs années, mais aussi, on en reparlera tout à l'heure sûrement, des plus petites entreprises, des plus petites structures qui, elles aussi, vivent une aventure à l'international vers l'Afrique. Vous avez évoqué les atouts du Maroc pour ce choix stratégique d'internationalisation et notamment vers le Sud. Alors c'est quoi ces atouts dont dispose le Maroc ou les entreprises marocaines? En fait, quand on travaille sur l'internationalisation, on travaille beaucoup sur le modèle, par exemple, de la distance, qui a été développé par Gemawat et qui est un modèle, en fait, qui considère que dans l'internationalisation des acteurs, les entreprises sont confrontées à 4 problématiques de distance: la distance géographique, la distance culturelle, la distance administrative et, j'ai un trou, la distance économique, pardon. Et en fait, vis-à-vis de l'Afrique, le Maroc est capable de réduire ces distances. Je vais prendre l'exemple de la distance administrative qui, par exemple, prend en compte le fonctionnement des institutions, la stabilité politique, les devises, etc. Et donc, on est sur des modèles qui sont comparables et où donc c'est plus facile pour une entreprise marocaine de se diriger vers un pays d'Afrique, et a fortiori d'Afrique francophone, que pour une entreprise du Nord, qui, elle, a une distance beaucoup plus importante à parcourir. Maintenant, il n'y a pas que des avantages. Si je prends par exemple la distance géographique, qui est là toute simple, c'est la distance entre 2 points,
même si le Maroc est plus proche de certains pays d'Afrique, comme c'est présenté dans un cas consacré à la logistique, on constate que parfois c'est plus compliqué d'aller du Maroc à un pays d'Afrique que de partir de l'Europe. Et parfois, certains acteurs sont obligés d'envoyer leurs marchandises d'abord au nord, avant de pouvoir les faire revenir vers des pays au sud du Sahara. Alors, quels sont les secteurs qui sont en première ligne de cette internationalisation? Et aussi, est-ce que c'est uniquement les grandes entreprises? On en a cité quelques-unes tout à l'heure. Ou est-ce que ça bénéficie aussi aux petites et moyennes entreprises marocaines, ce redéploiement stratégique à l'international? Alors, en termes de secteurs, j'ai envie de vous dire que tous les secteurs sont impactés. Bien évidemment, au départ, ça a été d'abord des secteurs autour de la construction, de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'agriculture, par exemple, avec l'OCP. Les services fondamentaux ont été aussi très rapidement sur le marché africain, donc les banques, la téléphonie mobile aussi. La téléphonie mobile, l'assurance. Mais ça touche aussi des secteurs par exemple la monétique, par exemple les services de gestion. Donc ça touche un ensemble de secteurs qui est très très divers. Il n'y a pas vraiment de limite d'un point de vue sectoriel. Et en termes de typologie d'entreprise, bien évidemment que les plus visibles sont les grandes entreprises, et puis elles sont quand même leaders, elles portent des projets, etc. Mais dans leur mouvance, il y a tout un tas de petites et moyennes entreprises, principalement moyennes d'ailleurs, qui vont aller assez facilement vers les marchés africains. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans des secteurs à forte valeur ajoutée, mais leur redéploiement à l'Afrique nécessite de prendre en compte certains besoins, notamment la formation, puisqu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte dans cette stratégie de déploiement ? Oui, ce sont des choses qui sont prises en compte, mais alors là, il faut distinguer les entreprises qui s'implantent en Afrique, les entreprises marocaines qui créent des filiales, et celles qui ne font que de l'exportation. Celles qui ne font que de l'exportation vers l'Afrique ne sont pas confrontées tellement à cette problématique. Celles qui s'implantent, en revanche, on constate qu'elles s'implantent en formant leurs équipes sur place, souvent avec des roulements, avec des équipes qui sont sur place, puis qui viennent se former au Maroc, puis qui repartent, etc. Et un encadrement marocain qui lui aussi se déplace, voire s'expatrie dans ces pays. Il y a un chapitre intéressant parce qu'il aborde une question dont on parle peu et qui peut-être a une importance toute particulière pour ce qui est du continent africain, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, c'est un chapitre, enfin dans ce cas-là, c'est le chapitre consacré à l'OCP. C'est oui, l'étude de cas consacrée à l'OCP, où dans cette étude de cas, en fait, on interroge l'action de l'OCP en faveur de l'agriculture sur l'utilisation raisonnée des engrais et pour une agriculture un peu plus verte, on va dire, ou plus responsable, plus durable. Et c'est une démarche qui est reprise par d'autres, qui n'est pas uniquement celle de l'OCP, c'est-à-dire que c'est une démarche qu'on retrouve aussi par exemple chez Attijari Wafa Bank, qui au travers de leur fondation et de leur travail sur l'Afrique mettent un véritable focus sur cette question de la responsabilité sociale. C'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par les entreprises marocaines, même si ça reste encore, j'ai envie de dire, un petit peu balbutiant et ça reste encore du démarrage, mais en particulier au travers de l'écologie, de la manière dont les personnels sont traités, accompagnés. Là, il y a un vrai travail qui est fait. Donc une responsabilité sociale des entreprises qui est prise en compte dans de ces plus démarches. En plus. Un autre chapitre aussi intéressant, c'est celui qui conclut l'ouvrage, c'est sur la culture. On en parle peu, on parle beaucoup de l'économique et il y a un réseau auquel vous consacrez aussi une étude de cas pour la culture en Afrique. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler ? Oui, alors là, c'est effectivement une expérience originale. C'est quelque chose d'assez inhabituel pour un ouvrage de gestion, puisqu'on a choisi de traiter le cas d'Arterial Network. Arterial Network, c'est une association en fait au niveau continental africain, qui est pilotée au départ du Maroc. Par l'association Racine. L'association Racine est un des membres qui fait partie d'Arterial Network, mais elle ne constitue pas l'organe de pilotage. Après, c'est un organe, c'est une gouvernance qui regroupe tout un tas d'acteurs
autour de ce projet. Et en fait, l'idée, c'est de fédérer des créateurs culturels, des acteurs culturels dans les différents pays pour faire émerger à la fois, une fois encore, et une responsabilité et peut-être la possibilité de créer de la richesse, de la valeur ajoutée en utilisant la culture comme vecteur. Et Arterial se veut à la fois fédérateur de projets, mais aussi acteur de changement vis-à-vis des organismes, des organisations non gouvernementales ou de l'ONU, etc. Donc vous avez choisi de le traiter parce que même si c'est dans la culture, ça répond aussi aux mêmes interrogations que pour les autres entreprises. Oui. On l'a traité en fait au travers de l'angle de la gouvernance et en fait on s'est intéressé à en quoi est-ce que ce type de réseau présentait des particularités de gouvernance en Afrique. Si je prends l'exemple d'Arterial, je me souviens plus exactement du nombre de langues qui sont utilisées dans l'association, mais clairement, ils font face en Afrique, parce qu'ils couvrent l'ensemble du continent, à des niveaux de développement excessivement différents, des langues très différentes, des systèmes institutionnels plus ou moins porteurs. Et dans leur fonctionnement, ils ont par exemple été obligés d'aller de temps en temps, non plus juste traiter avec des associations qui étaient en place, mais avec des acteurs individuels, parce que finalement, dans certains pays, c'était ces acteurs-là qui étaient significatifs et qui étaient porteurs de changements potentiels. Donc, il y a eu un vrai travail de réflexion de gouvernance et c'est en ça qu'il était intéressant. Merci beaucoup. Dernière question, il nous reste une petite minute. Les prolongements à ce travail de ce livre? Alors en fait, ce travail s'inscrit à une continuité au sein du CESEM, donc notre centre de recherche, qui est qu'on travaille énormément sur l'Afrique. Donc on a un prolongement au travers de l'internationalisation en Afrique pour essayer de créer des modèles, d'aider les entreprises à la fois à s'implanter, éventuellement les accompagner dans leurs projets, aller au-delà de l'Afrique francophone, parce que clairement les acteurs disent que l'Afrique francophone c'est le plus facile, mais effectivement il y a toute l'Afrique de l'Est qui représente un réel potentiel. Et l'Afrique australe. Et enfin, l'autre projet qui a été lancé, c'est donc le 3e ouvrage de cette collection, qui lui sera consacré aux entreprises familiales en Afrique et au Moyen-Orient. Merci beaucoup Caroline Mignalet. Je rappelle que vous êtes chercheur associée au CESEM, le centre de recherche de HEM, et que vous êtes la coordinatrice de cet ouvrage, Le Maroc, hub régional, stratégie des échanges sud-sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter ce livre. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, dans un instant la suite des programmes. Très bonne journée à tous.